Charles, voilà, Blanche, je vous invite voilà, à rallumer. Je vous rappelle qu'on s'est donné un cadre de temps. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de slides et j'en profite pour glisser le support vous sera proposé en téléchargement et la VOD, donc la vidéo sur les séquences d'apport de contenu aussi. Donc vous retrouverez ces éléments-là un peu plus tard et je vous grève pas plus de temps. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. De mon côté, je suis Charles Lévesque, je suis le président de WeAct et je suis accompagné aujourd'hui par Blanche Thiraud, qui se cache quelque part. Oui, bonjour, enchantée. Je suis consultante chez WeAct avec Charles et je suis spécialiste du budget vert. Et l'idée, effectivement, le défi qu'on s'est lancé aujourd'hui, c'est de vous faire une petite présentation en 20 minutes sur le budget vert. Alors, on va essayer d'être bref et de remonter un tout petit peu le temps à 1987. En fait, la première définition de la budgétisation verte, c'est le rapport Brundtland qui avait défini que les principales agences économiques des gouvernements devraient veiller à ce que leurs programmes, leurs politiques et leurs budgets soutiennent le développement durable sur le plan environnemental. Ça, c'est 1987. Et puis, je fais un petit saut dans le temps avec une définition de l'OCDE en 2020 qui nous dit que la budgétisation verte est définie comme l'utilisation des outils de la politique budgétaire pour faciliter la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques. Tout ça pour vous dire que même si les méthodes pour faire un budget vert à l'échelle locale sont relativement récentes, la notion de budgétisation verte existe depuis un petit moment. Pour ça, on peut zoomer un tout petit peu sur ce que fait l'Union européenne, où on a aujourd'hui 12 pays membres qui ont initié une démarche de budgétisation verte et 2 tiers des pays membres qui se sont engagés sur le sujet avec, vous le voyez, dans la budgétisation verte, sans rentrer dans le détail, différentes approches, des méthodes de budget vert, des méthodes d'évaluation environnementale ex ante et ex post des dépenses, et toujours l'identification des mesures favorables et des mesures défavorables d'un point de vue environnemental. Et c'est bien ça qui est intéressant. Si on zoome encore un tout petit peu, on peut regarder ce que fait l'État français qui publie depuis 2020 un budget vert en annexe de son projet de loi de finances. L'idée du budget vert de l'État, c'est d'étudier ses dépenses selon les 6 prismes de la taxonomie verte européenne, dont je vous dirai un mot juste après. Globalement, pour l'ensemble des critères environnementaux de la taxonomie européenne, l'État identifie quelles sont les dépenses qui sont très favorables, plutôt favorables, favorables mais controversées, et défavorables. Ah, vous allez trop vite, Florence. Voilà, favorable mais controversé, neutre et défavorable. Ensuite, comme l'État réalise un budget vert sur 6 critères environnementaux, elle vient agréger les colorations et introduit la notion de dépense mixte. C'est ce que vous avez au milieu. Globalement, une dépense mixte, c'est une dépense qui est favorable sur un ou plusieurs critères et défavorable sur un ou plusieurs critères. À ce moment-là, on dit que c'est une dépense mixte. Alors, si effectivement on regarde rapidement ce que dit la taxonomie verte européenne, la taxonomie verte européenne a été définie par la Commission européenne en 2020 pour classer les actions ayant un effet favorable sur l'environnement. Le but de cette classification, c'est de favoriser la transparence sur les impacts d'une activité à l'origine pour inciter les investissements vers des activités durables d'un point de vue environnemental. Le fondement de la taxonomie verte européenne, c'est qu'une activité, elle doit foncièrement bénéficier à un des 6 objectifs environnementaux et elle doit ne pas causer de préjudice trop important, c'est le do not significant harm, sur les autres afin d'être classée comme favorable pour l'environnement. Et ces critères environnementaux, on en a 6 aujourd'hui. On en a 2 sur le climat, l'atténuation qui vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, vous pouvez aller sur la slide juste après si vous voulez, Florence. L'adaptation au changement climatique qui vise à adapter nos activités économiques et nos territoires aux effets du changement climatique qui sont déjà là et donc à anticiper les risques naturels liés à l'augmentation de la température. Ensuite, on a un critère sur la biodiversité, sur la préservation des espaces naturels, un critère sur les ressources et sur l'économie circulaire, un critère sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols, et puis un dernier critère qui est très quantitatif sur la préservation des ressources en eau. Si on veut faire un budget vert
complet, il faut qu'on étudie à l'échelle locale nos dépenses selon ces 6 prismes environnementaux. Or, vous voyez bien qu'une même dépense, elle peut être favorable vis-à-vis d'un des 6 prismes environnementaux et potentiellement défavorable vis-à-vis d'un autre prisme environnemental. C'est la raison pour laquelle on vous invite à vous appuyer sur des méthodologies qui existent déjà et qui ont notamment été créées par I4C. On va y revenir juste après, mais on fait une toute petite digression avec Blanche sur ce que demande la réglementation pour les collectivités en matière de budgétisation verte. Alors, comme l'a introduit Brie, l'année dernière, la loi de finances 2024 a prévu l'introduction d'une annexe réglementaire intitulée Impact du budget pour la transition écologique et qui oblige toutes les collectivités de plus de 3500 habitants à analyser leurs dépenses d'investissement, dans un premier temps sur 17 natures comptables uniquement, sous le prisme de l'atténuation au changement climatique, donc le prisme émissions et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, l'État a suggéré aux collectivités de s'appuyer sur la méthode I4C que Charles vous présentera juste après. Dans un second temps, cette réglementation prévoit de s'élargir parce que après la première analyse sur le CA 2024, donc c'est sur la slide suivante, les collectivités devront ajouter une deuxième analyse sous le prisme de la biodiversité, donc l'axe 6 de la taxonomie européenne, à compter donc de l'année prochaine sur le CA 2025 cette fois, et un deuxième palier d'élargissement, cette fois-ci à partir de 2028 sur l'exercice 2027, avec l'ajout des 4 autres axes d'analyse, à savoir l'adaptation au changement climatique, la gestion des ressources, l'économie circulaire et la gestion des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, sous réserve de publication méthodologique. Et Charles, je te laisse revenir sur ça. Ouais, justement, pour faire tout ça, il faut s'appuyer sur des méthodes qui existent déjà et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Globalement, sur les 6 critères de la taxonomie verte européenne que je vous ai présentés et que Blanche a repris sur l'obligation réglementaire, aujourd'hui, il y a 3 méthodes qui permettent aux collectivités de réaliser leur budget vert. Il y a une méthode qui a été créée par I4C qui s'appelle le budget climat. Donc c'est, ce qui fait l'objet de l'AMI, de l'ADEME en région Occitanie. C'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les collectivités. Donc le budget climat, finalement, c'est quoi? C'est un budget vert sous le prisme de l'atténuation. Donc par abus de langage, on peut appeler ça budget climat. On a une méthode sur le budget vert adaptation, donc sous le prisme de l'adaptation au changement climatique. Et une dernière méthode sur la biodiversité. Aujourd'hui, il n'existe pas de méthodologie spécifique adaptée aux collectivités locales sur les 3 critères restants. Alors, l'esprit de la méthode, là, on va essayer de vous montrer rapidement l'esprit des 3 méthodologies qui existent. Globalement, le budget climat, on y revient juste après sur le volet atténuation. L'idée générale, c'est de qualifier l'impact sur le climat des dépenses d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, avec globalement des dépenses favorables et très favorables. Blanche y reviendra juste après, qui sont des dépenses qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la collectivité, et puis des dépenses défavorables qui sont incompatibles avec les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Ensuite, on a une deuxième méthode sur l'adaptation, sur laquelle on travaille de plus en plus, qui est une méthode qui permet aux collectivités locales de faire un budget vert sous le prisme de l'anticipation des risques naturels. L'idée de cette méthode, c'est qu'ici, elle ne s'intéresse pas aux émissions de gaz à effet de serre, mais elle s'intéresse à la manière dont la collectivité anticipe et limite les effets négatifs du dérèglement climatique sur ses politiques publiques. Donc ça repose vraiment sur une lecture des dépenses publiques pour opérer celles qui favorisent ou celles qui freinent l'adaptation au changement climatique et pour évaluer quelle est la cohérence de ces dépenses avec les objectifs de résilience climatique au niveau national et au niveau local. L'idée de cette méthode, et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'elle est très pertinente si la collectivité a déjà un peu travaillé sur l'adaptation au changement climatique. Puisque ce qu'il va falloir aller regarder, c'est si nos dépenses, elles sont adaptées ou non adaptées en matière d'adaptation au changement climatique. Or, comme vous le savez, l'adaptation au changement climatique, c'est très local, c'est très adapté au contexte local. Et donc, pour définir si les dépenses sont adaptées ou non adaptées, il faut déjà avoir un peu travaillé le sujet. Et puis enfin,
On a une troisième méthode sur la biodiversité qui est très intéressante, mais un tout petit peu plus complexe, puisqu'en fait, la biodiversité, c'est une classification selon l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, sur 5 facteurs de pression. Le changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources naturelles, les espèces exotiques envahissantes, les pollutions de l'air, de l'eau et des sols, et le changement climatique. Et donc, si on veut faire un budget vert sur la biodiversité, en fait, il faut étudier nos dépenses selon 4 prismes environnementaux, donc changement d'usage des sols, surexploitation des ressources, pollution et espèces exotiques envahissantes. C'est une démarche qui est très intéressante, mais qui est un tout petit peu plus complexe que l'atténuation ou l'adaptation, puisqu'on va étudier chaque dépense 4 fois. Et je crois que, et peut-être que Brice et Emmanuel me compléteront tout à l'heure, mais le CGDD est en train de travailler sur une méthodologie pour que les collectivités puissent répondre à leurs obligations réglementaires avec une méthode légèrement plus simple que celle-ci qui a été créée par la Caisse des dépôts et par I4CE. Alors, maintenant, ce qu'on vous propose avec Blanche, c'est de zoomer un tout petit peu sur la méthode atténuation pour aller même jusqu'à quelques cas très très concrets, pratico-pratiques, pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne. Tout à fait. Étant la méthode pour l'analyse de cette année, la méthode I4CE sur l'atténuation, on voulait rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, déjà, l'I4CE est parti du principe que la construction et le vote du budget sont vraiment des moments clés où s'incarne la politique climatique d'une collectivité. Et donc, a créé une méthode qui nourrit 4 objectifs principaux. Donc, c'est vraiment l'objectif en mettant en place cette méthode-là d'identifier et de comprendre quelles sont les dépenses qui sont bénéfiques et négatives pour le climat. C'est d'évaluer la cohérence des dépenses avec les objectifs climatiques que la collectivité s'est fixés également en interne. C'est d'analyser les marges de manœuvre pour réorienter les dépenses selon le prisme climat. Et enfin, de suivre l'évolution et la coloration de ces dépenses d'année en année en se comparant à soi-même tous les ans. Il y a cependant quelques points de vigilance à mettre en valeur sur cette méthode. C'est que pour l'instant, on est vraiment sur le prisme atténuation au changement climatique. On fait une analyse que sur un prisme. Et donc, il faut avoir ça en tête quand on analyse les résultats. On garde un seul prisme d'analyse, celui des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, le développement d'espaces verts, de jardins qui n'ont pas d'arbres, ce sera qualifié par la méthode comme neutre, mais on prendra des cas très concrets juste après pour vous montrer un petit peu la logique de la méthode là-dessus, parce que le postulat de la méthode, c'est vraiment la séquestration de carbone. Or, dans un jardin, par exemple, ce sont vraiment les arbres qui vont séquestrer du carbone et pas les végétaux. Donc, il faut garder en tête le spectre d'analyse et c'est celui pour la méthode atténuation vraiment des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la méthode ne met pas en valeur les efforts de sobriété parce qu'on analyse les dépenses. Elle ne permet pas aussi d'analyser le coût de l'inaction. Et enfin, elle ne permet pas de comparer les collectivités entre elles. Ça, c'est très important parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les collectivités ont des compétences différentes et donc n'ont forcément pas le même profil de résultat. Également, il n'y a pas d'autorité qui vient regarder la rigueur de l'application de la méthode et donc il est plus important de se comparer à soi-même, mais pas entre soi. Voilà pour les grands principes de la méthode. Et enfin, pour pouvoir avoir des résultats, il faut qualifier selon la méthode ces dépenses selon 6 catégories que vous avez à l'écran, donc 4 principales. Tout d'abord, les dépenses très favorables, qui sont des dépenses qui ont un impact très positif sur le climat aujourd'hui et demain et qui sont donc compatibles avec une France neutre en carbone. Une deuxième catégorie de dépenses qui sont appelées les dépenses favorables sous conditions, qui sont des dépenses qui permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais une réduction qui est toujours insuffisante pour garantir la neutralité carbone. Enfin, une catégorie neutre, qui sont des dépenses sans impact significatif sur la neutralité carbone, et des dépenses défavorables qui sont incompatibles avec la neutralité carbone, car encore trop émettrices de gaz à effet de serre. Il y a ensuite deux sous-catégories, la catégorie de dépenses à approfondir, qui sont des dépenses qui ne sont pas classables pour une première année d'analyse par souvent manque d'informations extra-comptables, et une catégorie de dépenses dites indéfinies méthodologiques, qui sont des dépenses qui sont non classables par controverse scientifique ou manque de connaissances sur le sujet. C'est le cas de quelques dépenses dans la méthode. Et enfin, très concrètement, comment on met en place son budget climat? Donc, dans budget climat, il y a vraiment deux mots, budget climat. Donc, il y a deux phases très importantes. La première phase, c'est la phase de traitement comptable
qui est une phase de retraitement par nature et par fonction des dépenses, qui va permettre de faire une première catégorie des dépenses selon les catégories que vous avez à l'écran, donc qui va permettre de mettre de côté toutes les dépenses dites neutres d'origine comptable, de par leur fonction et leur nature, donc par exemple tous les remboursements de la dette ou autres dépenses, et du coup de mettre en valeur deux catégories de dépenses qui vont nous intéresser pour la phase 2, qui sont les dépenses à approfondir et les dépenses à analyser. Et ce seront ces dépenses qu'on pourra venir colorier selon les catégories dont on parlait juste avant, donc très favorable, favorable sous condition, défavorable, etc. Et pour pouvoir catégoriser et qualifier ces dépenses, je laisse Charles poursuivre sur les critères de classement. Ouais, c'est vraiment le cœur du réacteur. En fait, I4CE a défini pour un certain nombre de rubriques sectorielles et transverses des critères de classement qui permettent de classer nos dépenses. Donc ça, je vous invite vraiment à aller regarder la méthode, hein, elle est disponible sur le site d'I4CE. Et je vous propose de l'illustrer avec les véhicules et la voirie. Si on commence par exemple sur les véhicules, globalement, ce que nous dit la méthode, c'est qu'il y a deux types de dépenses. Vous pouvez avancer, si vous voulez, Florence, sur la slide d'après. Sur les véhicules, il y a des dépenses pour acheter des véhicules et puis des dépenses pour entretenir des véhicules. En matière d'achat de véhicules, globalement, on a trois cas de figure. Soit on achète un véhicule léger, soit on achète un véhicule lourd ou utilitaire, soit on achète un deux roues. Globalement, ce que nous dit la méthode, c'est que quand on achète un véhicule léger, s'il émet moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors c'est une dépense qui est très favorable, donc dite compatible avec les accords de Paris. En revanche, si notre véhicule léger émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, c'est défavorable. Dans le cadre d'un utilitaire, globalement, c'est la même chose, sauf dans le cas des utilitaires au gaz ou des utilitaires hybrides, qui peuvent être classés comme favorables sous conditions, notamment parce que la technologie ne permet pas encore d'avoir des utilitaires qui parcourent de longues distances avec des motorisations électriques. Et puis pour les deux roues, globalement, c'est assez facile. Si c'est électrique ou actif, actif c'est un vélo, c'est classé comme très favorable, et sinon c'est défavorable. Mais vous voyez que sur l'entretien des véhicules, c'est un tout petit peu différent puisque tous les véhicules qui sont entretenus et qui sont électriques ou qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre sont très favorables. En revanche, tous les véhicules thermiques, pour leur entretien, sont classés comme neutres. Sont classés comme neutres, pourquoi? Parce que entretenir un véhicule thermique, ça permet d'allonger la durée de vie du véhicule et donc d'amortir sur une durée plus longue les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication des véhicules. Et donc, la méthode pousse plutôt les collectivités locales, quand elles ont des véhicules thermiques, à les entretenir pour les garder le plus longtemps possible et amortir l'empreinte carbone de leur fabrication. Donc, très concrètement, comment ça se passe? Quand on a une ligne d'achat de véhicules pour, par exemple, 200 000 €, vous voyez qu'on se pose deux questions relativement simples. Quel type de véhicule est-ce qu'on a acheté? Et puis, quelle est la motorisation de ces véhicules associée au niveau d'émissions de CO2? Donc là, en général, les services techniques vont vous dire, on a acheté l'année dernière un Renault Kangoo hybride non rechargeable pour 50 000 €, un bus diesel d'occasion pour emmener les enfants à la piscine pour 50 000 €, et puis trois Renault Zoé électriques. Et en fait, sur la base de cette information qui est assez facile, on va pouvoir classer notre dépense. On va pouvoir classer nos trois Renault Zoe électriques pour 100 000 € comme une dépense très favorable, puisque ce sont des véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. On va pouvoir classer notre bus diesel d'occasion pour 50 000 € comme une dépense défavorable, puisque c'est un véhicule thermique, même s'il est d'occasion. Et puis notre Renault Kangoo hybride, comme c'est un véhicule hybride, mais que c'est un utilitaire, on va pouvoir le classer comme une dépense favorable sous condition. Et donc, vous voyez comment en quelques minutes, on peut classer notre dépense M57 matériel de transport pour 200 000 € d'un point de vue climatique en créant en fait assez simplement trois tranches dans la même dépense. On peut faire à peu près la même chose pour la voirie. En matière de voirie, ce que nous dit I4C, c'est que ce qui compte d'un point de vue climatique dans cette méthode, c'est pas tellement comment est-ce qu'on a construit la voirie, mais c'est bien quel est l'usage de notre future voirie. Globalement, ce que nous dit la méthode, c'est que toute la part dédiée aux piétons, aux vélos, au transport en commun 100% décarboné sera classée comme très favorable, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. En revanche, sur la part dédiée aux voitures, un peu comme
sur l'achat des véhicules. Ce que nous dit la méthode, c'est que la part dédiée aux voitures en cas de construction de voiries nouvelles est classée comme défavorable. Mais par contre, si on est sur une phase d'entretien ou d'exploitation de la voirie dédiée aux voitures, alors on va le classer comme neutre parce que la méthodologie considère qu'en fait, ces infrastructures, elles restent nécessaires pour la mobilité décarbonée, pour les véhicules électriques, etc. Et donc, on vient le classer comme neutre. Donc finalement, si on veut faire un peu le même cas pratique, si on a une dépense d'1 million d'euros pour construire une nouvelle route, on va se poser deux questions. Quel est l'usage prévu de cette nouvelle voirie et dans quelle proportion? Donc là, on va nous dire, bon, bah, on a construit une route avec une piste cyclable séparée. 30% de la dépense est dédiée à la piste cyclable et 70% à la route qui sera partagée pour moitié entre véhicules individuels et transports en commun diesel. À ce moment-là, on classe notre dépense, 30% très favorable pour la piste cyclable. Et puis nos 70% pour la route, on les sépare en deux. La moitié défavorable sur la part dédiée aux voitures. Et puis la moitié favorable sous condition pour la part dédiée au transport en commun diesel, puisqu'en fait, transporter 50 personnes dans un bus, même diesel, c'est quand même beaucoup mieux que transporter 50 personnes dans 50 voitures différentes. Et donc, c'est favorable sous condition. On répondra à toutes vos questions juste après. Je crois qu'il nous reste 2 minutes, c'est ça, Florence? Non, on vous entend pas, mais Oui, prenez le temps des exemples aussi. Allez-y. voilà, il nous reste 2 minutes. Je vous montre ça en 1 minute. Globalement, à la fin, quand on va appliquer notre méthodologie à l'ensemble de notre budget, on va avoir un petit camembert comme ça qui nous dit on a X% de dépenses très favorables, X% de dépenses favorables sous condition, X% de dépenses défavorables. Cette vision-là, elle a que peu d'intérêt parce que vous voyez bien qu'en termes d'analyse, c'est très faible, on ne sait pas tellement quoi en faire. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller présenter les résultats par direction ou par politique publique. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Vous voyez qu'on est capable, là, on a anonymisé un des résultats, mais on est tout de suite capable d'aller identifier à l'échelle d'une collectivité, d'une ville ou d'un EPCI, quelles sont les directions ou quelles sont les politiques publiques les plus impliquées du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et on peut même souvent zoomer, et on vous le montrera juste après dans les exemples, sur une direction. Je crois qu'on a mis par exemple ici une direction territoriale où on a aussi les lignes du budget annexe déchets. Et vous voyez que là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, on est capable d'expliquer à quoi correspondent nos 18% de dépenses très favorables. Ici, en l'occurrence, ça correspond à l'entretien et à l'investissement dans les espaces verts arborés. Ça correspond à l'entretien et à la requalification de voiries dédiées au mode doux, à de l'achat d'électricité renouvelable, etc., etc. Et donc, je vous invite vraiment dans la présentation des résultats que vous ferez à essayer de présenter des choses à la maille la plus fine, puisque c'est vraiment la maille la plus intéressante du point de vue du passage à l'action. Après, on peut décliner sur toute la comptabilité analytique, par politique publique, par direction, par fonction, en fonction de la manière dont vous organisez vos présentations budgétaires. Voilà pour une petite Charles? introduction sur le Oui. budgétaire et le budget climat. Super. Je vous propose de prendre quelques questions. Alors, il y a eu des échanges déjà, peut-être sur le calendrier des méthodologies. Apparemment, on n'en a pas, en tout cas, même sur le volet biodiversité simplifié, mais également les autres. Donc, il va falloir patienter. En tout cas, pas d'obligation tant qu'il n'y a pas de méthodologie. C'est ce qu'on a vu dans les échanges. Une question assez précise sur pourquoi la Kangoo, l'exemple de la Kangoo qui est hybride non rechargeable, voilà, serait plus, voilà, il y avait des clés de compréhension à apporter sur ce sujet-là. Peut-être un éclairage sur le Avec pourquoi. Hmm. Ouais, avec plaisir. Vous pouvez peut-être vous remettre sur la slide Oui, 26, en fait, ça me permettra d'illustrer. On a pris cet exemple volontairement aussi pour vous montrer les subtilités de la méthodologie. Globalement, ce que nous dit la méthode, c'est juste avant. encore. Oui, Ouais, voilà. Globalement, vous voyez ce que nous dit la méthodologie, c'est qu'il y a il y a 3 types de véhicules, des 2 roues que je mets de côté, et ensuite des véhicules utilitaires et des véhicules légers. Globalement, pour ce qui est des véhicules légers, ce qu'on regarde, c'est l'empreinte carbone par kilomètre. Moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, ce sont globalement les véhicules électriques. C'est classé comme très favorable. Le reste, c'est défavorable. En revanche, pour les véhicules utilitaires,
le gaz et la motorisation hybride est classé comme favorable sous condition, tout simplement parce qu'en fait, c'est compliqué aujourd'hui de faire rouler des véhicules utilitaires relativement lourds avec des motorisations électriques sur des grandes distances. Et c'est pour ça que dans notre exemple, on a considéré que le Kangoo, comme c'était un véhicule hybride et qu'il était utilitaire, était classé comme favorable sous condition, tout simplement. Merci Charles. Une question sur laquelle on a échangé aussi pour préparer ce webinaire. Comment fait-on le lien avec les objectifs fixés par le PCI? Est-ce que le document de référence est le PCAET? Ça faisait partie des... Ouais, c'est une excellente question. Alors moi, je suis un fervent défenseur pour pas avoir des millefeuilles de documents de prospective budgétaire et climatique. L'idée, effectivement, c'est de se caler sur le PCAET en matière d'objectifs énergétiques et climatiques. En revanche, je vous invite vraiment sur la partie budget climat à vous caler sur la méthodologie I4CE qui définit des critères qui, vous l'avez vu, sont quand même très, très précis, quoi.